on a un peu tendance à penser qu'on va pouvoir se servir de ça comme une béquille, comme une solution. Et une fois de plus, en se dégageant un peu en tant qu'humain de notre responsabilité, chacune et chacun, de faire de notre monde un monde meilleur pour le futur. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Christian et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours d'explorateur, de chercheur et comment tu en es venu à travailler sur la question de l'adaptation humaine face au changement climatique? Bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier parce qu'effectivement, mon métier initial, c'est explorateur-chercheur. Donc, ça fait une trentaine d'années que je mène des expéditions dans le monde entier, dans des conditions extrêmes. Alors, conditions extrêmes, peut-être juste préciser ce que c'est. C'est pas forcément un milieu ou un territoire, c'est une situation dans laquelle on se retrouve en déséquilibre par rapport à la compétence qu'on a. Ça veut dire qu'on est déséquilibré, on n'arrive pas à trouver de solution, on va devoir se réajuster, se réadapter et donc trouver un nouvel équilibre dans la nouvelle situation dans laquelle on se trouve. Donc, c'est vraiment toutes les conditions où on se trouve en incapacité de faire face immédiatement à la nouvelle situation. Donc moi, je travaille là-dessus depuis pas mal d'années. J'ai mené des expéditions dans des milieux climatiques, dans des milieux humains aussi, des endroits suite à des catastrophes climatiques, suite à des conflits, et de plus en plus par rapport à ce qui nous entoure aujourd'hui, à savoir ces immenses modifications de nos systèmes géopolitiques, de nos systèmes climatiques et de nos systèmes technologiques, fait que finalement, on est confronté presque toujours à des conditions qui nous dépassent un peu. Et moi, j'essaie de comprendre comment les humains s'adaptent à ces conditions-là. Dans les travaux, ou en tout cas des articles que j'ai pu lire, toi tu t'expliques que l'être humain ou l'humanité, on a longtemps évolué dans un environnement globalement stable et qu'aujourd'hui on vit trois transformations simultanées, le climat, la technologie et la question démographique. Est-ce que tu peux peut-être les décrire un petit peu, en tout cas toi, comment tu les perçois, comment elles se renforcent ou pas mutuellement? Est-ce que ça change dans notre rapport au futur un petit peu? Effectivement, il y a un contexte très particulier dans notre époque moderne, hein, c'est depuis maintenant une vingtaine d'années. L'humain, il peut changer, il peut être confronté à beaucoup de changements. On est confronté à des changements personnels, hein, la perte d'un proche, la rencontre avec quelqu'un, l'arrivée d'un enfant, ça, c'est des changements qui nous touchent personnellement, dans nos travaux, dans nos vies de tous les jours. Puis après, il y a des changements qu'on appelle un peu des changements systémiques, ceux qui vont toucher pratiquement tous les humains, ou en tout cas une grande partie des humains au même moment. Et ces changements-là, systémiques, ils peuvent être de trois catégories. Il y a des catégories plutôt climat, donc tout ce qui est transformation de nos habitats, nos lieux de vie, nos conditions de vie. Des changements qui sont liés plutôt à la technologie, l'arrivée d'une nouvelle technologie qui va bouleverser nos systèmes de pensée et de fonctionnement. Ça a été le cas pour le feu, pour la roue, et puis maintenant, évidemment, parce que c'est le sujet, c'est le cas pour l'intelligence artificielle générative, qui est extrêmement modificatrice de nos perceptions de la technologie. Et puis enfin, le troisième grand changement, alors il n'est pas forcément démographique, il est géopolitique plutôt, c'est vraiment l'évolution des systèmes politiques et géopolitiques qui nous entourent. Et on voit bien depuis quelques années, il y a une immense réorganisation de la pensée politique mondiale où ce fameux Occident, ce bloc occidental, qui a tenu pendant plusieurs décennies, est en train de se déliter par rapport à d'autres blocs qui sont en train de se créer, à commencer par les BRICS évidemment, mais aussi le Moyen-Orient et d'autres territoires qui sont en train de monter en puissance. Donc tous ces changements-là, on les a déjà connus dans l'histoire humaine, hein. On a déjà connu des nouvelles technologies, on a déjà connu des grands changements climatiques, hein, les glaciations des 10 000 ans par exemple, et autres. Et puis on a déjà connu des changements géopolitiques, mais on ne connaît pas tellement de moments dans l'histoire où on a vécu ces trois changements de manière concomitante. Où vraiment on est aujourd'hui dans une sorte d'accélération du changement et tout arrive en même temps. On doit gérer les problématiques climatiques et plus généralement environnementaux, on doit gérer les politiques aujourd'hui qui se déstabilisent et puis nous, citoyens et citoyennes, clairement, on ne comprend plus tellement le monde politique, hein, ça se voit dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et puis évidemment, c'est les nouvelles technologies qui à la fois sont là pour nous aider, mais qui en même temps provoquent des vrais questionnements sur ce que nous sommes en tant qu'humains face à ces technologies. Donc c'est beaucoup de changements. Et puis il y en a un qui est très nouveau aussi, c'est que dans ces changements, celui du climat est très particulier parce que quand on vit des drames, notamment des guerres, par exemple la guerre 14-18, la guerre 39-45, ces fameuses guerres qui ont bouleversé la planète, les humains qui vivaient ça, évidemment, ils étaient dans une condition dramatique, hein, sans doute pire que nous, très actuellement en Europe, par exemple, mais il y avait l'idée d'un but, d'une finalité, et on savait qu'un jour ça se terminerait. Et donc, malgré la difficulté énorme qu'on vivait, on avait un engagement très clair sur ça va se terminer un jour et on va restabiliser nos systèmes.
Ce que dit le climat aux jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que l'intelligentsia actuelle dit aux jeunes d'aujourd'hui, c'est, bah, en fait, vous êtes dans quelque chose qui ne se terminera jamais. Vous allez être confronté à des conditions qui vont sans cesse évoluer et à potentialité de devenir plus dramatique que ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça, c'est terrifiant pour l'humain parce que quand on sait qu'on se bat pour quelque chose qui est fini, duquel on va se sortir, alors on a une puissance énorme de lutte. Il est beaucoup plus difficile de le faire quand on est face à quelque chose qui nous paraît quasiment insurmontable. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment se battre parce que d'abord, c'est pas insurmontable, mais en plus, bah, il faut quand même créer cet espoir de vie du futur. Donc, tous ces changements-là, voilà, font qu'aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui nous dépasse un peu et dans laquelle on va devoir retrouver des équilibres. J'avais pas forcément en tête la réponse que tu as fait. Quand j'ai posé ma question, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur la guerre, par exemple, où il y avait cet horizon où on savait que de toute façon, un jour, ça s'arrêterait. Et alors là, sur le climat, notamment, où en fait, on promet un futur qui sera au mieux pire ou de pire en pire. Et c'est sûr qu'en termes d'adaptation et pour se projeter, c'est un peu compliqué, quoi. Et parce qu'en fait, c'est le narratif aussi qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une difficulté à imaginer un autre monde. Et c'est vrai on cherche un peu des béquilles par rapport à ça. Et je crois que sans du tout être un critique absolu de l'IA générative et tout ce qui se passe, parce que ça fait partie de nos vies d'aujourd'hui, on a un peu tendance à penser qu'on va pouvoir se servir de ça comme une béquille, comme une solution. Et une fois de plus, en se dégageant un peu en tant qu'humain de notre responsabilité, chacune et chacun, de faire de notre monde un monde meilleur pour le futur. Justement, si on revient sur l'accélération technologique, alors il y a l'IA générative dont on parle, mais il y a pas que ça, il y a quand même un sujet technologique. Toi, avec ton regard et sur le sujet de l'adaptation au changement climatique que tu as beaucoup étudié, c'est quoi les choses où tu dis enfin, les choses que tu as apprises, que tu as expérimentées, où tu dis: «Tiens, ça, c'est des choses qui peuvent nous être utiles dans notre nécessité ou dans notre adaptation à l'accélération technologique actuelle»? Il y a un besoin fondamental pour l'adaptation, qui est notre capacité cognitive de comprendre ce qui nous entoure. On ne peut pas s'adapter si on n'accepte pas, si on ne comprend pas la situation dans laquelle on est, sur laquelle on doit construire. Accepter, ça ne veut pas dire que on se résigne à la situation, ça veut dire qu'on la comprend telle qu'elle est et qu'on peut construire dessus, peut-être pour la transformer, justement. Et cette capacité cognitive, elle demande à minima deux choses. D'abord, recevoir les bonnes informations et la compréhension nécessaire. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est indispensable pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Mais la deuxième chose qui est fondamentale aussi, c'est le temps de réflexion. C'est-à-dire que notre cerveau, il a besoin de comprendre, construire sa réponse, puis la proposer, soit à nous-mêmes, soit à d'autres. Mais pour ça, il y a un temps nécessaire. Et ce temps, c'est ce qu'on appelle le temps cognitif de la pensée. Il demande un certain apaisement cognitif. Quand le cerveau est suroccupé par des informations diverses et variées, hein, qu'on reçoit au quotidien, on reçoit des milliers d'informations au quotidien aujourd'hui, et quand on les reçoit pas, on va les chercher par nous-mêmes, on en a sur les réseaux sociaux, en ouvrant des mails, bref, on est perturbé par des bruits, des sons, des appels, des demandes, des propositions qui sont constantes. Et chacune d'entre elles doit être traitée par le cerveau. Il n'y a pas d'information que le cerveau va dire, ça, je le mets de côté, je m'en fous, parce que tant qu'il n'a pas traité l'information, il ne sait pas de quoi elle parle. En fait, cette surcharge cognitive aujourd'hui est devenue tellement omniprésente qu'elle a une suroccupation de nos cerveaux et que l'espace cognitif de pensée profonde s'est réduit. Et ça, c'est un immense problème parce que sans cet espace de pensée profonde, on aura du mal à trouver des solutions qui nous conviennent et qui nous permettent de vraiment construire quelque chose de différent, soit pour maintenant, soit pour le futur. Donc ça, c'est un premier grand point qui est problématique parce que en croyant que tous ces changements, toutes ces technologies vont nous aider, ce qui est pas faux pour certains points, on leur donne aussi un pouvoir de suroccuper nos cerveaux. Donc là, il y a un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est que l'humain est un animal de quête. C'est-à-dire que pour évoluer dans notre système de pensée, on a besoin d'une quête. On a besoin d'aller chercher de l'information. C'est ce que fait l'enfant à la naissance. Hein. Ces premières années ne sont qu'une quête permanente pour comprendre ce qui l'entoure, pour analyser, pour essayer de recevoir de l'information de ses parents, puis des professeurs, puis de tout le monde. Chaque objet est un intérêt, chaque nouvelle situation est passionnante. Et cette quête forge nos cerveaux dans un concept de je cherche l'information pour la comprendre, la digérer, la transformer en quelque chose qui me convient. Quand on quitte cette quête, on quitte la capacité de construire le futur. Or, aujourd'hui, on a des
plus en plus d'informations un peu pré-mâchées qui nous arrivent, voire on se relaye sur des systèmes externes pour prendre des décisions à notre place. Donc, ce faisant, on quitte la quête. Et ça, c'est quelque chose qui est un deuxième aspect du cerveau qui est en négativité. C'est que si d'une part, on a un cerveau surchargé d'informations et que d'autre part, on quitte la quête, alors on devient presque incapable de concevoir le futur et de le construire. Et ça, on l'a vraiment vu. On a mené des expériences comme Deep Time, les missions Deep Time où on place des gens dans un espace où on est en rupture totale d'informations, parce qu'on est dans une grotte, on n'a même plus l'information du soleil, donc on est complètement coupé de toute information. Ça pourrait paraître terrifiant. On dit, waouh, on est coupé de tout, on n'a plus de ses amis, on n'a plus des écrans, on n'a plus qui qu'on aime, on n'a plus des séries, on n'a plus de réseau qu'on adore et tout ça. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que non seulement les gens s'appellent, ils se sentent vraiment bien, et quand on va observer leur cerveau, on voit qu'ils redéveloppent des nouvelles compétences cognitives qui sont un peu oubliées, notamment de la créativité, de la projection mentale, de l'envie d'un futur, des projets qui se développent. Bref, en très peu de temps, en quelques jours seulement, on voit que ces personnes qui sont soudainement en rupture de la l'immense temporalité cognitive qui nous occupe en permanence, se sentent mieux et redéveloppent des compétences. Alors, se disant, c'est une observation scientifique qui nous, doit nous interpeller, qui doit nous faire dire, oula, à quoi on en est avec tout ça? Ça ne veut pas dire qu'évidemment, demain, il faut qu'il faut vivre dans une grotte et qu'on coupe tout à fait tout ce qu'on vit au quotidien, parce que c'est très terrifiant. Mais ça veut dire qu'on doit prendre conscience qu'à un moment donné, on ne va pas continuer de charger nos cerveaux encore plus que ce qu'ils le font déjà. Moi, c'était la question que je voulais te poser parce que là, tu parlais de Deep Time, mais alors Deep Climate, c'est ça, hein, où vous avez fait 4 fois 30 jours, où justement, toi, quand tu l'as fait seul, il y avait beaucoup de suivi, d'observation du cerveau et justement pour essayer de comprendre comment, ces environnements extrêmes, ils impactaient le cerveau. C'est quoi peut-être les apprentissages? Alors tu en évoquais un là, sur le fait de retrouver de l'espace mental, la créativité, tu vois? C'est quoi les observations que vous avez fait de l'impact sur le cerveau de, ces environnements extrêmes qui, de ton point de vue, peuvent nous être utiles aussi pour, appréhender un peu mieux notre adaptation face à ces sujets-là? Justement, il y a des missions que j'ai fait seul. Celles-là, elles sont plus révélantes parce qu'encore une fois, ça ne dit que comment moi, Christian Pio, je m'adapte. Hein, ça ne dit pas quelque chose sur la population générale. En revanche, on emmène ensuite des personnes, une vingtaine de personnes à chaque fois, et qu'on étudie aussi de la même manière. Et c'est là plutôt que les enseignements sont les plus importants. Le premier enseignement, c'était vraiment ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que couper un peu de la quantité informative, les gens s'appellent, se sentent mieux, se sentent plus en maîtrise d'eux-mêmes et plus en capacité de se projeter. Alors, dans les milieux extrêmes, il y a un phénomène qui peut être paradoxal parce que les gens peuvent en souffrir, notamment quand on est dans le grand froid. Il y a des gens qui souffrent du froid, dans le grand chaud, il y a des gens qui souffrent du chaud. Donc, cette composition-là fait qu'on n'est pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait. En tout cas, cognitivement, ça va plutôt mieux. La deuxième chose vraiment importante, c'est que dans une condition un peu difficile, la seule chose qui permet de s'en sortir, c'est la coopération entre les personnes qui vivent la situation. Donc, la capacité à faire avec les autres est fondamentale dans une condition de contrainte. Mais c'est vrai, dans une condition, il n'y a pas de contrainte, mais je dirais que quand il n'y a pas de contrainte, c'est un peu moins grave. Pourtant, les choses vont bien, mais dès le moment où c'est un peu difficile, il faut coopérer. Quand on voit que la coopération s'installe, on voit que les choses se résolvent. Donc, on a vraiment un besoin nécessaire de coopération. Et cette coopération, et c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'elle ne se crée pas de la même manière si c'est en direct avec quelqu'un que si c'est par exemple au travers d'un écran ou a fortiori à distance par des messages interposés. La coopération, elle demande une finesse de compréhension de l'autre qui va passer non seulement par le visuel peut-être et le sonore, bien entendu, mais aussi par tout ce qui est les tout petits gestes, les odeurs, un certain nombre d'informations que le corps va ressentir, que le cerveau va traiter, qui permet de paramétrer les personnes qui nous entourent pour vouloir faire avec. Ça, on le perd un peu dans les conditions où on est moins en contact avec les autres humains. Donc, c'est un peu les deux grands enseignements. Il y en a plein d'autres, mais qui sont peut-être moins révélants pour le sujet de l'IA. C'est les deux enseignements qui doivent nous faire réfléchir, en tout cas, sur recréer la capacité de prendre la maîtrise de notre temps et avoir plus de coopération entre les humains parce que ce sont deux nécessités pour le futur. Tout à l'heure, tu parlais de le besoin de pensée profonde, d'espace cognitif pour imaginer l'avenir et j'ai l'impression qu'en ce moment, on a quand même besoin un petit peu de se projeter et d'imaginer l'avenir parce que ce qu'on vit aujourd'hui est quand même pas hyper rassurant. Comment, de ton point de vue, on peut créer ces conditions justement pour, retrouver de l'espace, pour, retrouver du collectif, pour, penser un Bah, peu le futur, quoi? c'est un enjeu majeur.
on dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il faut toujours se méfier un peu de ces grandes idées qui circulent, que dans la Silicon Valley, les grands patrons de la technologie ne donnent plus de portable à leurs enfants, ou qui créent des écoles où il n'y a pas de réseau. Je sais pas si c'est vrai, parce qu'il faut toujours se méfier de ça. J'ai pas été vérifié par moi-même. Mais en tout cas, l'idée est pas mauvaise de se dire à un moment donné, on va devoir un peu réduire la quantité d'informations qu'on reçoit. La Chine, par exemple, et je cite tous des exemples sur lesquels je ne défends pas forcément les méthodes utilisées, mais en tout cas, c'est intéressant d'observer les résultats. La Chine, par exemple, limite beaucoup le temps écran et le temps réseaux sociaux des enfants, puis des adolescents, et puis même maintenant des adultes, en disant, ben, en fait, c'est nécessaire de les avoir. Et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas se couper de cette capacité extraordinaire de faire société, de communiquer, de parler à distance, de recevoir de l'information. Donc, le but n'est pas de dire les réseaux sociaux, tous ces machins, faut les éliminer, mais c'est de les maîtriser. Et donc, combien de temps j'y passe par jour? Eh ben, la Chine a donné une réponse. Il ne faut pas passer plus de X minutes ou X heures par jour en fonction de ton âge sur ces outils-là. Est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas si elle est comme ça applicable de manière absolue, mais en tout cas, elle fait réfléchir sur un pays entier qui se dit, il y a un problème avec ce sujet-là, on en a conscience et on en prend des mesures par rapport à cette situation. J'irais, sans aller dans cet extrémisme de couper complètement et d'interdire, qui, chez nous, dans notre société, serait considéré comme une immense atteinte à nos libertés individuelles, on peut en tout cas avoir une meilleure éducation de ces sujets. Je crois que nos écoles aujourd'hui ne sont pas du tout préparées à l'éducation vis-à-vis de toutes ces nouvelles technologies et vraiment, je mets l'IA dedans. Je pense que combien d'élèves sortent à la fin de leurs études obligatoires en ayant une conscience ferme de ce qu'est la technologie, de ce que sont les réseaux, de ce qu'est l'IA. Je crois que c'est très faible. Et je ne m'accuse absolument pas les professeurs et les enseignants et enseignantes en disant pas. Je dis, le système scolaire aujourd'hui, tel qu'on l'a conçu il y a maintenant environ 70 ans après la guerre, ne répond plus aux attentes nécessaires vis-à-vis de ces ensembles-là. C'est-à-dire qu'on ne les comprend pas. Et donc, je crois qu'on doit mieux enseigner ces sujets, mieux faire prendre conscience de leurs avantages, mais aussi de leurs dangers, et effectivement, créer des espaces assainis, on va dire. Je crois qu'à l'école, c'est bien qu'on n'ait pas de téléphone portable. Je crois qu'on doit réfléchir toutes et tous à avoir des journées entières dans nos semaines où on se coupe un peu de tout ça, parce que ce qu'on a vu avec les missions et nos travaux scientifiques, c'est que ça va quand même très vite, la génération connue. Donc, on peut vraiment agir sur nous-mêmes en prenant des espaces, si on peut tous les jours, si on peut une fois par semaine, si vraiment on peut pas une fois par mois, on coupe vraiment tout ça. Et ça fait du bien. Pour avoir expérimenté, je confirme. Si on revient à l'IA, je crois avoir lu quelque part, tu disais que enfin et c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'était que c'était, une opportunité, enfin qu'il y avait du bon dans ces outils-là. Mais si on continue à considérer l'IA comme un outil et pas comme quelque chose d'idéalisé ou et c'est des choses qu'on peut voir dans la Silicon Valley où on commence à parler de conscience artificielle, même de s'intéresser au bien-être des IA, enfin des choses où on voit bien que là, on n'est plus dans l'outil au service des humains, mais dans quelque chose d'autre. Selon toi, c'est quoi les domaines justement où la décision, où ça doit rester absolument humaine versus là où on peut utiliser cette béquille dont tu parlais? Je vais être assez radical là-dessus. Je crois qu'aucune décision finale ne doit être prise par l'IA. La décision finale qui touche en tout cas les humains doit toujours rester par les humains. Je- J'en suis convaincu parce que l'IA ne pourra, à mon sens, jamais. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça et je dirais, j'ai pas la compétence pour le déterminer, mais j'ai l'impression que ce qu'est un cerveau humain, c'est évidemment un système de connexion qui permet de calculer des tas de choses. On calcule en permanence dans le cerveau, hein, donc ça, c'est en guillemets, il y a aussi. C'est aussi un réseau de sensorialité, un réseau d'émotivité, un réseau de capacité de connexion entre deux personnes et même de nous à la nature. On sait aujourd'hui qu'il y a des connexions très claires quand on marche en forêt. Les petits champignons, quand on voit les arbres pour communiquer entre eux, transversent aussi les humains et les autres animaux et créent quelque chose qui est commun. Tout ça, je doute que l'IA puisse un jour le faire se voir et l'intégrer dans ses modèles de calcul. Je crois donc qu'il faut savoir garder cette séparation entre qu'est le tissu animal dont l'humain fait partie et le tissu technologique qui a son rôle, sa fonction, mais qui est bien, comme tout outil au monde, une aide à l'humain et non pas une solution finale pour l'humain. Parce que
quand on parle de solutions finales, en général, c'est jamais très bon. Donc, à mon sens, on doit évidemment utiliser ce fabuleux outil que sont ces réseaux de neurones, et plus encore maintenant que représentent ces IA génératives et les autres formes d'IA, pour nous apporter des idées, pour nous apporter même des questionnements peut-être d'ailleurs, mais on doit finalement prendre la décision définitive par l'humain. Je suis fondamentalement opposé, l'expérience qu'a fait l'Estonie, par exemple, de rendre quelques décisions de justice, alors plutôt liées aux amendes et au fait de peu d'importance par l'IA. On voit qu'aujourd'hui, des conseils d'administration intègrent des IA dans leur board, mais ça veut dire quoi, ça? En gros, ça veut dire que cette IA a le même niveau de décisionnalité et de responsabilité que les autres membres du board. Je crois que c'est non seulement faux, que c'est une erreur et que ce n'est pas une solution d'avenir. En revanche, que ce même board ait une personne qui, pratiquant bien l'IA, soit capable d'utiliser ces outils pour s'alimenter en compétences et soit celui qui va apporter les nouvelles données nécessaires à la prise de décision collective, là oui, bien sûr, c'est fondamental. Parce que on entend aussi que l'IA serait plus juste dans ses décisions que les humains, par exemple. Et donc, dans cette droiture qu'elle représente, elle devrait mieux prendre des décisions judiciaires, par exemple. Ça, c'est une erreur majeure intellectuelle, puisque les IA elles-mêmes ne sont entraînées que sur une chose, c'est les créations humaines, c'est la connaissance humaine. Donc, elle reprend l'ensemble des défauts et des qualités que représente la création humaine. On a déjà pas mal d'exemples qui montrent que c'est pas si efficace que ça, quoi. Absolument. Ça me fait penser, je crois qu'ils ont aux États-Unis essayé de reproduire un peu ce que le film Minority Report pour prédire les crimes Ouais. et on se rend compte que oui, c'est biaisé et que ça fonctionne, enfin, comme tu disais, avec les avantages et les inconvénients de ce que c'est faire l'humain. Ça me permet de passer à la question suivante. Je crois que tu écrivais quelque part que il y a que 20% de femmes qui suivent des filières technologiques et l'IA globalement, hein, majoritairement entraînée par des hommes. Et je sais que toi, dans tes expéditions, tu me diras si je me trompe, mais vous veillez à ce qu'il y ait une parité entre hommes et femmes, pas juste parce que c'est bien, mais parce que aussi, vous croyez beaucoup au fait que c'est nécessaire d'avoir cette parité-là en termes de capacité d'adaptation. Et justement, le fait que sur l'IA, on ait beaucoup plus d'hommes que de femmes à la fois dans les filières technologiques, dans les technologues et dans l'entraînement de ces technos. Comment ça affecte justement notre capacité collective à s'adapter et à envisager le monde d'une façon qui nous permette de nous adapter? Juste par rapport à mes travaux, effectivement, nous, on travaille toujours sur des groupes paritaires. Il peut y avoir des différences de N1 ou N2, parce que parfois, c'est comme ça, mais globalement, les groupes sont paritaires, femmes et hommes. Et même dans les personnes qui mènent les études, on essaye au maximum d'être le plus paritaire possible, parce que il n'y a pas de miracle. Notre société, elle est composée, bon an, mal an, à moitié de femmes, moitié d'hommes. Alors, c'est 51-49%, mais enfin, globalement, c'est la moitié. Donc, on ne peut pas imaginer comprendre un système humain si on n'étudie qu'une moitié de toute société. Non pas qu'il y ait des différences gigantesques entre les hommes et les femmes. On est bien composés à peu près des mêmes composants. On a un cerveau très similaire, hein. Ceux qui ont été prouvés que le cerveau des femmes et le cerveau des hommes étaient différents, et donc que par conséquent, ça donnait plus de capacités dans un certain domaine aux hommes ou dans d'autres domaines aux femmes. Tout ça, c'est complètement faux. À la base, on est avec un cerveau similaire, une compétence de développer ce cerveau similaire, et c'est uniquement ce qu'on va intégrer dans le cerveau de ces gens au fur et à mesure de l'éducation qu'on va paramétrer ces cerveaux. Et là, arrive le bas qui blesse. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne met pas les mêmes éducations, même dans les pays occidentaux, on ne met pas les mêmes choses. Dans les cerveaux des femmes, dans les cerveaux des hommes, il y a encore plein de biais, volontaires ou involontaires, la plupart sont involontaires pour les gens en tout cas, qui vont prédestiner un peu plus les femmes dans certaines fonctions et les hommes dans d'autres fonctions. Et ça, c'est assez dramatique. Et c'est très difficile à changer ça. Ce qui veut dire que au moment où on va devoir questionner les entraînements de ces fameux réseaux de neurones des IA, au moment où on va devoir faire évoluer les IA, de quoi on va les nourrir? Et cette question se pose fondamentalement si on est capable de nourrir d'autant d'informations venant d'IMED, de la partie féminine et de la partie masculine, si tant est que ça veut dire quelque chose, je n'en suis pas sûr parce qu'effectivement, les chiffres évoluent un peu pays par pays dans la temporalité, mais on est environ 17%, 17 et 20% de femmes dans les filières technologiques. On a essayé de faire évoluer ça, ça marche pas très bien, on a toujours à peu près ces chiffres-là. Et ça, c'est un immense problème parce qu'effectivement,
la programmatique de ces systèmes, quand on fait beaucoup par des hommes, et pour aller un peu plus loin, des hommes qui ont suivi à peu près les mêmes filières éducatives et qui ont beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire de tourner un boulon dans une usine, par exemple. Donc, on a un enjeu par rapport à ça. Et on voit tous les défauts. Encore une fois, on a vu des IA racistes, on a vu des IA opposées à l'humanité, on a des IA aujourd'hui qui se posent la question de savoir si elles sont supérieures à l'humain, à l'humanité ou pas. Et on continue de penser qu'on doit donner à l'IA un jour ou l'autre cette capacité de penser, de décision, et voire même, effectivement, d'en faire une entité juridique quasiment équivalente, sinon équivalente à l'humain, alors qu'on n'a jamais su faire ça pour le reste du règne animal ou végétal. On s'est jamais posé la question de savoir si on devait donner les mêmes droits à un éléphant, une souris ou à un humain. On a toujours considéré que naturellement l'humain était supérieur au reste et devait par conséquent avoir un statut différent. C'est pas le sujet de ce podcast aujourd'hui, mais et aujourd'hui on est pourtant en train de discuter de faire pour l'IA, qui montre bien la problématique intellectuelle que représente l'IA parce qu'elle est créée par l'humain, on veut la croire supérieure. Et juste une question complémentaire sur cette question de parité homme-femme. Sur si on prend la Silicon Valley, parce que c'est vrai que aujourd'hui les géants de la tech américaine, c'est eux qui donnent un peu le là de ce qu'on entend dans les journaux et autres. C'est majoritairement des hommes. Est-ce que tu penses que le fait que ça soit majoritairement des hommes, ça a un impact sur les histoires qu'on se raconte, les récits, ce qu'on nous vend, et que si on avait une parité plus importante, on aurait des choses un peu plus nuancées ou pas, tu vois, en termes de récits et de futur qu'on nous vend? Ah, ça paraît évident, hein. Partout, les sociétés ont été un peu plus paritaires, ils ont apaisé leur système guerrier. Partout, les femmes sont suffisamment représentées et sont dans les prises de décision, voire les décisionnaires. Il y a un équilibre beaucoup plus grand entre les systèmes humains et le rapport de l'humain à son monde et à sa terre. Je suis pas du tout en train de défendre une société qui serait dirigée que par des femmes. Parce que ce serait aussi aberrant qu'une société dirigée que par des hommes. Mais c'est vraiment dans cet équilibre qu'on doit aller chercher. Et je dirais alors, puisqu'on cite ces quelques grands génies de la Silicon Valley, créateurs des CISIA, on doit voir aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans leur positionnement. Quand on voit Sam Altman, quand on voit Mark Zuckerberg, quand on voit évidemment Elon Musk, quand on voit tous ces dirigeants de futur ou de présent IA, leurs discours sont devenus au fur et à mesure de leur évolution, de plus en plus masculiniste, de plus en plus rigoriste et de plus en plus déceptive dans l'idée d'une société qui doit être unitaire. Quand on voit que deux des plus grands géants de la technologie et accessoirement parmi les plus grandes fortunes du monde sont en train de discuter d'aller faire un combat de catch ensemble pour savoir qui est le plus fort, on se dit quand même qu'on est en train de perdre pied, véritablement. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement inquiétant parce que ce sont eux qui donnent le là, comme tu l'as dit, de ces IA et de cette manière de penser. Alors, je dirais, c'est dramatique. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et la vraie question à se poser, parce que ça, on ne le maîtrisera pas, hein, c'est pas nous, Français, Suisses, Européens, qui allons dicter ce que doivent faire ces personnes. Ça, on sait bien qu'on a essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. C'est plutôt à nous aujourd'hui de se poser la question de quelles IA on veut. Je trouve extrêmement intéressant Mistral, par exemple, qui malgré tout essaye de réfléchir un peu différemment de ce que font les IA et l'entraînement d'IA. On voit que les Suisses sont en train d'essayer de proposer des choses aussi, hein, avec des IA plus économes. La Chine a essayé de prétendre qu'ils avaient une IA qui était beaucoup plus économe que toutes les autres, qui était meilleure que les autres, mais bon, ça c'est vite des jeux géopolitiques aussi. En tout cas, on voit quand même qu'il y a quelques voix qui s'élèvent et qui essayent de dire, attention, l'IA, oui, bien sûr, fabuleux, mais avec une réflexion différente, avec une utilisation raisonnée, avec une charge énergétique raisonnée. Et je dirais, c'est à nous, aujourd'hui, en tant que société, qui peut-être ne sommes pas tout à fait prêts à plonger complètement dans le délire de certains grands dirigeants de la tech aujourd'hui, c'est à nous de savoir quel diable on veut utiliser. Est-ce que je préfère utiliser ChatGPT? Est-ce que je suis prêt à utiliser Mistral? Est-ce que Mistral va se développer suffisamment pour devenir le nouvel IA à la mode? Est-ce qu'il est en train de faire, que font les Suisses et j'imagine plein d'autres personnes ne sont pas finalement des pistes à regarder? Comment on redevient souverain sur ces sujets? Je crois que c'est là notre enjeu. C'est pas de vouloir chercher à comprendre ce que font ces grands dirigeants. C'est à nous de mettre l'enjeu là où on veut l'avoir. Mais ça demande des moyens financiers, ça demande des moyens humains
Et puis, ça va demander une sérieuse remise en question de nos systèmes éducatifs. Et une volonté politique aussi de... Évidemment, évidemment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, cette volonté politique ne pourra, alors, au-delà de tout ce qui se passe politiquement dans notre pays aujourd'hui, elle ne pourra s'appuyer que sur des entreprises qui sont fortes technologiquement dans leurs compétences de développement. C'est pas le député X ou Y ou la députée X ou Y qui vont donner de ce que sera l'IA de demain. C'est vraiment les industries. Mais ces industries doivent effectivement être guidées par une vision politique ou par une vision humaniste suffisante pour que ce développement soit dans le sens dont on a besoin pour l'humain et la planète et pas juste pour l'économie de quelques personnes et leur compte en banque. Un autre sujet enfin, moi, que je trouve assez inquiétant quand on regarde l'IA, mais alors les chiffres divergent beaucoup, mais en tout cas, on se rend bien compte que l'IA, et notamment l'IA générative, a un impact assez important sur les métiers, sur les compétences, et donc il va y avoir un besoin d'adaptation de ces compétences. Je voyais un chiffre de 70% des métiers qui vont évoluer, qui vont pas forcément disparaître, mais qui vont évoluer, se transformer. Et en face de ça, alors toi, je sais que tu en parles sur le fait qu'il y a quand même pas d'investissement massif en face pour permettre ça. Toi, de ton point de vue, ce serait quoi les priorités? Tu parlais du système éducatif pour justement permettre à nos sociétés de s'adapter réellement à ce qui est en train de se jouer. Je vois pas d'autre solution que de l'évolution du système éducatif. Il y a besoin de beaucoup d'autres choses, mais sans cette base-là fondamentale, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on va finalement, jusqu'à quel point allons-nous réserver la compétence de ces IA et donc de la direction un peu de notre futur à quelques personnes qui ont eu la chance de recevoir une éducation suffisante, sur les moyens financiers peut-être de s'y intéresser, de s'y investir. Et ça, c'est peut-être un des risques très forts de l'IA. C'est une, une encore plus grande, un encore plus grand écart, pardon, entre un groupe de personnes et un autre groupe de personnes. C'est déjà vrai avec l'économie, hein. On a quand même une aberration économique aujourd'hui avec quelques personnes qui ont autant d'argent que le reste de la planète. Et j'ai peur on crée un peu le même phénomène avec la connaissance et la capacité d'utiliser l'outil qu'elle y a. La seule solution pour pallier à ça, c'est qu'effectivement, d'abord, tout le monde reçoive une éducation liée à ces sujets. On ne peut plus se permettre de dire, oui, l'IA, c'est un épiphénomène. Oui, mais c'est réservé à quelques groupes, quelques machins. Non, non, ça va toucher, effectivement, comme tu l'as dit, chaque instant de nos vies. Moi, je suis en train de communiquer avec toi sur un smartphone qui me propose toutes les 3 minutes, veux-tu activer l'IA? Je dis non, je veux pas. Va de me demander. Ah, si, mais reviens là, je sais. Et bientôt, il me posera même plus la question, de toute façon. On a réussi à faire société parce on a essayé de comprendre comment fonctionnaient les personnes à qui on s'adressait et comment elles fonctionnaient dans leur vie, dans leur manière de penser, et évidemment, entre Einstein, qui a une mode de pensée qui nous dépasse tous, et un étudiant lambda, aujourd'hui, il y a déjà une différence, mais quand même, on a été capable de comprendre le fonctionnement de la pensée de cette personne. On commence à interagir aujourd'hui avec des systèmes dont on ne comprend pas le système de pensée, dont on est incapable de savoir comment l'information est traitée, par où elle passe, et finalement comment elle est ingurgitée et digérée, et ensuite proposée. Et là, il y a un vrai danger parce que je ne sais pas finalement pourquoi on me propose ça plutôt que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de mieux comprendre. C'est pour ça que j'apprécie les systèmes un peu plus réduits dans les intelligences artificielles génératives qui vont s'adresser plus à des sujets spécifiques, dont on est capable de déterminer à peu près le fonctionnement de pensée, plutôt que ces immenses systèmes qui peuvent faire répondre à tout, comme un ChatGPT, qu'on ne pas le nommer, qui, quelque part, à qui on pense qu'on peut tout demander et avoir toutes les réponses, alors qu'on sait bien que même lui est incapable de tout comprendre et de tout connaître. Donc, oui, il faut changer d'enseignement, d'une part. Il faut investir dans les IA, c'est nécessaire, mais que cet investissement ne soit pas brut et allez-y, je vous donne de l'argent puis développez un truc. La contrepartie de l'investissement dans les IA, ça doit être que les algorithmes utilisés, que les systèmes utilisés soient open source, soient clairs et soient identifiés. Ça veut dire aussi que cette IA doit être accessible à tout le monde. Donc, il faut trouver des solutions pour que ce soit ouvert et réellement que ça puisse servir les humains. Et puis, dernier point, et je sais qu'on n'aime pas ça parce que ça fait pareil.
On en a marre d'avoir des lois, puis des lois, puis des lois, puis des lois qui rajoutent les unes aux autres. Aujourd'hui, on aurait besoin d'une grosse simplification légale. Néanmoins, on va devoir légiférer sur l'IA. On va devoir prendre des décisions politiques, judiciaires, qui déterminent, législatives, pardon, pas judiciaires, législatives, qui déterminent ce que peut faire l'IA, ce que ne peut pas faire l'IA et dans quelle mesure il peut influencer un système humain. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on est en danger majeur. Alors, je dirais, l'Europe, quand même, avance là-dessus. L'IA Act européen est un vrai pas en avant qui a pris des décisions. L'IA Act canadien aussi, aujourd'hui, se positionne comme, en tout cas, un questionnement un peu plus vaste que, par exemple, les États-Unis aujourd'hui qui disent juste, allez-y, faites n'importe quoi. Donc, on voit bien qu'il y a des volontés. Malheureusement, la démocratie et le monde politique ne vont pas à la même vitesse que l'IA. Et il va falloir être malin pour réussir à contrôler toujours quelque chose qui nous dépasse un peu. Pour rebondir sur ce que tu dis, contrôler quelque chose qui nous dépasse un peu, je sais que dans tes travaux et dans vos travaux, il y a la question de l'adaptation individuelle, mais il y a l'adaptation aussi collective, organisationnelle. Et si on parle spécifiquement, tu vois, tu disais, il faut, alors, tu n'as pas dit réformer, mais en tout cas, il faut travailler sur le système éducatif pour transmettre une base de connaissances suffisante, pour permettre pas seulement une élite de comprendre le fonctionnement de la technologie, de pouvoir s'en emparer. Et en même temps, tu vois, il y a quand même un paradoxe entre la vitesse à laquelle se déploient toutes ces technologies et la vitesse, et ce qui est normal, hein, à laquelle avance le système éducatif. Et le risque, c'est qu'en fait, enfin, tu vois, ça prend typiquement faire bouger le système éducatif, ça prend des années, faire un nouveau programme, et ce qui est une bonne chose parce que ça permet aussi de sécuriser ce qu'on transmet aux enfants. Et d'ailleurs, c'est un des arguments de ces défenseurs de la tech ou de dire: «Mais regardez, le système, il est obsolète, il va trop lentement, il faut qu'on le réinvente, il faut qu'on le disrupte, il faut qu'on passe à côté». Comment on réconcilie ces 2 trucs qui semblent quand même un peu opposés, la vitesse technologique et la vitesse de diffusion versus «lenteur» entre guillemets, mais je mets des guillemets, du système éducatif et de son évolution? Ah, je crois qu'il faut pas mettre de guillemets. C'est malheureusement lent et comme tu l'as dit, c'est pas anormal que ce soit lent parce que ça demande quand même de bien réfléchir à ce qu'on veut apporter à nos enfants, à nos adolescents et à nos adultes d'ailleurs. Le, le, le système éducatif, il est réfléchi en permanence dans un certain sens, mais pas forcément sur les bonnes choses. Je crois que on doit considérer un système éducatif pour évidemment construire le mode de pensée d'un enfant qui deviendra un adulte, forger sa vision de l'humanisme, de la vie en société, d'être ensemble, tout ça, ça fait partie de l'éducation, et puis évidemment de ce que les parents apprennent. Mais on a un peu tendance aujourd'hui à considérer l'éducation qui se tourne plus vers la connaissance d'un passé ou d'un présent plutôt que la construction d'un futur. On a du mal à concevoir aujourd'hui que les grands enjeux du futur, il y a d'abord une nouvelle géopolitique, on a dit au début, et puis finalement ce qu'est le genre, ce qu'est l'humain, ce qu'est la religion même. Hein. Tous ces grands enjeux-là, en fait, on a beaucoup de mal à les intégrer à l'école parce qu'elles nous font peur. Parce que c'est un peu des monstres. Lui, effectivement, public dérapé, où tout le monde n'est pas d'accord. Les meilleurs systèmes éducatifs, vous pouvez prendre 10 spécialistes d'éducation, ils vous donneront 10 visions un peu différentes. Tout ça, c'est effectivement très compliqué. Donc, je- si j'avais la réponse absolue, j'adorerais vous l'apporter parce que on résoudrait pas mal de problèmes. Je l'ai évidemment pas. Mais en tout cas, on doit, je pense aujourd'hui, se mettre à table pour, oui, réformer notre système scolaire. D'autres pays ont su le faire à des vitesses exceptionnellement rapides. La Finlande a su le faire depuis quelques années, le Canada a su le faire à une époque, le Rwanda a su le faire après un génocide, la Corée du Sud a su le faire pour sortir de la dictature. Donc, en réalité, c'est un faux problème que de dire oui, mais ça prend beaucoup de temps et tout. S'il y a la volonté, en une année, 2 ans, on est capable de proposer un nouveau programme qui sera appliqué dans 3 ans et on aura changé la société en 10 ans. Même pas. Donc, la seule question qu'on doit se poser, c'est a-t-on envie? A-t-on envie? A-t-on cet objectif de proposer un monde futur dans lequel on ne doit pas être en opposition avec on veut tout de l'IA ou rien de l'IA, on veut tout, la France doit garder exactement ce qu'elle pense et puis surtout pas en déroger. Moi, il y a une chose qui me choque énormément dans le discours politique aujourd'hui, et ces discours politiques sont le reflet de la société française, faut pas l'oublier, on dit toujours oui, mais les politiciens, les artistes, non, c'est les reflets de la société. C'est cette idée, c'est tout mon programme ou rien. Et on a un peu la même chose avec l'éducation. C'est pas ou rien. Ben non, c'est pas vrai. C'est une vision qu'on doit créer d'envie de futur. Et dans cette envie de futur,
On doit considérer ce que sera ce futur et on ne pourra pas éliminer de manière certaine les nouvelles technologies. Donc, on doit les intégrer. Tu parlais de vision de futur. Tu me diras si je me trompe, mais j'ai le souvenir d'une conférence où tu racontais une expédition que tu avais fait et tu étais tombé de ton kayak et je crois que d'ailleurs, tu avais failli te noyer et que tu racontais que tu avais eu une vision d'un tableau et que c'était ça tu vois, où j'ai plus les mots exacts, mais que le beau d'une certaine façon t'avait sauvé. Il y avait ce truc-là auquel tu t'étais raccroché. Alors, et je voulais faire le parallèle, tu vois, avec cette vision de la société ou comment justement on construit un projet, collectif, quelque chose qui nous donne envie de nous battre. Tu disais, le changement climatique amène quelque chose de nouveau qui est que, bah, en fait, ça se trouve, enfin, on est conscient que le futur sera moins joli qu'il l'a été. Il y a plus cette promesse de: «Ça sera mieux demain» ou «Ça va s'arrêter» et donc tu vois? Et est-ce que le beau, en fait, ça peut être quelque chose qui peut nous servir à ça? Dans la question que tu poses et les propositions que tu fais, il y a deux choses qui sont, à mon sens, vraiment fondamentales. La première, c'est que dans tous les groupes que j'ai pu emmener sur le terrain, il y a, ce sont des gens qui viennent tous avec des envies différentes, avec des besoins différents, avec des visions différentes. C'est pas des gens qu'on a surentraînés, qu'on a préparés pendant des années, pour qu'ils soient tous dans une même vision, comme on peut éventuellement l'avoir à l'armée, quoique. Mais là, c'est vraiment des gens qui viennent avec plein de visions différentes. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils vont arriver au bout d'un projet ensemble? C'est qu'à un moment donné, dans toute cette différenciation de vision et qui resteront les leurs, on a trouvé un dénominateur commun, un objectif qui pouvait convenir à tout le monde. Il est évidemment difficile à trouver. Chacun a ses envies et ses idées de cet objectif, mais à un moment donné, il faut trouver effectivement quelque chose qui soit commun. Et c'est quand même difficile que ce commun soit quelque chose de négatif et de terrible. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on a envie et qui est beau. Ça, c'est un premier point. On doit donner l'envie du beau. Ensuite, de dire que le futur, il est forcément un peu moins bon que le présent, c'est très relatif. C'est parce que la vision qu'on a du présent, c'est que le confort, le bonheur et le bien-être d'un humain passe par ce qu'il possède. C'est un questionnement qu'on doit avoir. Quand vous posez la question aux gens de ce qu'ils aimeraient léguer à leurs enfants ou leurs petits-enfants, ça peut être leur maison, ça arrive, mais souvent, c'est plutôt des choses qui sont le plaisir, le bonheur, de manière respirable, un endroit où ils seront bien, enfin bref, c'est toujours des choses très immatérielles. Et le matériel vient très à la fin de cette idée-là. Or, quand on nègre réellement quelque chose, c'est souvent des objets, du matériel, une chose très concrète. Donc, il y a là une dichotomie de pensée entre ce que nous, on aimerait léguer et ce qu'on lègue vraiment, qui montre qu'il y a un vrai chemin à créer pour que l'image du futur ne soit plus la possession et le bonheur, mais le fait d'être ensemble, le fait d'être en lien avec la nature, le fait de garder une conscience cognitive parce qu'on réduit un petit peu le niveau, cette quantité d'informations, tout ça peut être une vraie image d'un futur agréable et paisible. Et c'est sans doute là autour qu'on doit construire quelque chose. C'est dans la redéfinition de ce qui constitue notre bien-être et notre bonheur. Et comment on fait ça? Parce que je pense que c'est difficile de pas être d'accord avec ce que tu dis, de repenser un peu ce qui fait le bonheur et en effet, quand on se j'avais lu un bouquin, je crois d'une personne qui accompagnait en Australie, des patients en phase terminale en soins palliatifs et où elle les questionnait sur: «C'est quoi vos plus grands regrets dans la vie?» et en effet, il y avait jamais de dire, «Ah, j'aurais aimé plus travailler» ou «J'aurais aimé avoir une deuxième Ferrari». En fait, c'était des choses sur, avoir passé plus de temps avec mes enfants. Donc fondamentalement, je pense qu'on se retrouve tous là-dessus. Pour autant, on est pris dans un système où, bah, c'est difficile de le mettre en place et donc quand on va proposer un peu ce que tu dis, on peut vite être taxé de bisounours ou de pas être concret ou de pas être pragmatique ou, et donc tu vois, comment on fait pour réconcilier ces 2 trucs très concrètement, pour ancrer ça et en faire un truc qui met en mouvement, quoi? La réponse principale réside dans la notion du temps. Et que la notion du temps, ici, je vais parler d'un temps un peu différent que la notion cognitive. Je vais parler du temps à la vitesse à laquelle on veut faire les choses. Depuis quelques années, depuis quelques décennies, on a sans cesse cherché à accélérer. On veut aller un peu plus vite d'un endroit à un autre, on peut le comprendre. On veut que nos décisions soient un peu plus rapides, donc on se fait aider par des machines. On veut que si j'ai envie de quelque chose, je le possède tout de suite. Donc, je vais faire une livraison en 24 heures, voire en 2 heures, voire demain peut-être 10 minutes avec un drone. Bref, on a cette sensation d'une sorte d'avidité parce qu'elle ne fait que remplir quelque chose dans nos cerveaux qui est cette incapacité justement d'avoir l'apaisement nécessaire pour réfléchir. Parce que quand on a l'apaisement nécessaire, en fait, on a moins envie de posséder. Et je fais parfois l'expérience avec des personnes qui sont
acheteurs assez compulsifs sur Internet en leur disant, quand tu veux quelque chose sur Internet, tu attends 24 heures avant de le commander. Eh ben, quand on regarde au bout de 24 heures, les gens commandent 2 fois moins de matériel sur Internet. Parce qu'en réalité, ce temps de réflexion a suffi à dire, mais en fait, je n'ai pas forcément besoin. C'est pour ça qu'il va falloir redéfinir la notion du temps. Et pour ça, oui, il va falloir légiférer. Mais je pense qu'on doit re-questionner la vitesse à laquelle on veut livrer les choses. Je pense qu'on doit mieux protéger les productions européennes, se questionner sur la quantité d'objets qu'on peut faire venir de partout et autres. Ça passera forcément par un moment difficile. Parce que la réalité, c'est que quand on a été abreuvé depuis tout petit à ce système-là qui est une sorte d'accélération et de possession permanente, et qu'on dit tout d'un coup, ah ben ça, on va l'arrêter un peu, forcément, ça peut pas se faire facilement. C'est une évidence. Donc, il faut travailler conjointement avec un système scolaire qui évolue, place le bonheur sur autre chose que, vous savez, quand moi j'étais enfant, et je ne sais pas si c'était encore le cas quand c'était toi, l'idée du bonheur, c'était t'as une maison, une femme, un chien. Quand on était un homme et quand on était une femme, un mari, un chien et une maison. Enfin, c'était un peu ça l'idée. Donc, ça veut dire posséder ça. Bah, peut-être pour redéfinir, ça, c'est le côté scolaire. Ensuite, il va falloir se questionner sur effectivement l'aberration un peu de vouloir être toujours plus vite dans la livraison d'objets, dans l'achat compulsif, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et puis, et d'ailleurs, ça commence à venir, hein, parce qu'en réalité, les livreurs ne sont plus capables de délivrer. De commander quelque chose en 24 heures, c'est rare qu'il arrive en 24 heures. Donc, en fait, ça va se faire quasiment naturellement. Et la réalité, c'est que c'est aujourd'hui Jeff Bezos, Amazon, hein, qui commence à dire, je ne veux plus livrer aussi vite. Parce qu'en réalité, j'y arrive plus. Donc, ça veut dire qu'il y a un chemin commun à trouver. Bah oui, ok, on va décider qu'on va réduire un peu ça. Donc, je crois qu'en réalité, il y a beaucoup d'endroits où il y a des chemins communs à trouver. Et on a deux solutions pour le faire. Malheureusement, je pense pas qu'il y en a trois. La première solution, c'est d'être capable de se réunir autour d'une table et de prendre ces décisions communes. Et ce sera difficile au moment, mais ce sera vraiment mieux demain. Où on attend effectivement une forme d'effondrement, comme certains le prédisent, que moi, je n'aspire absolument pas. Et là, ce choix n'existera plus, parce que cette possibilité-là ne sera plus là, parce que la réalité de tout ça, c'est que ça demande une unité nécessaire et indispensable pour que ça fonctionne, c'est de l'énergie. Le monde à 50 degrés, qu'il pourrait y avoir demain, est un monde où l'énergie est 2 fois réduite. Donc, tout ça ne fonctionne plus. Donc, on a un peu ces deux solutions. Donc, je prône et je chéris l'idée qu'on va pouvoir décider par nous-mêmes plutôt qu'attendre que ce soit le système qui décide pour nous. On arrive à la fin de l'échange. Merci beaucoup, Christian, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je ne sais pas si tu veux partager un mot de la fin. Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, comme tu l'as dit dans ta question précédente, c'est bien joli toutes les grandes idées. Comment est-ce qu'on le fait? Je crois que c'est quelque chose que, à un moment donné ou à un autre, tout le monde se pose cette question et finalement, personne n'a pas vraiment de réponse parce que il n'y a pas de réponse absolue. Mais j'ai envie d'inviter chaque personne qui écouterait ce podcast à juste se poser cette question. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai du temps pour moi? Est-ce que j'ai du temps pour me poser, pour prendre un peu de recul et tout ça? Si oui, alors super. Prenez-le, continuez de le faire. Mais sinon, au-delà, posez-vous la question, comment est-ce que je reprends du temps pour moi? Et rien qu'en faisant ça, eh ben, c'est un temps qui sera partagé petit à petit avec les autres et qui créera une possibilité beaucoup plus grande de faire face à une société moderne. On va s'arrêter sur cette notion du temps alors, je pense qu'elle est importante. Merci beaucoup, Christian. J'espère à Merci à toi. bientôt. Je suis heureux. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.